Quand c'est bon, c'est bon. Voici les nouvelles lois votées par l'ONU pour les Africains. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Il est 20h, l'ONU vient de proclamer la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Je vous récap. Alors ce vote historique a eu lieu ce mercredi 25 mars à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le texte a été adopté par 123 voix pour. 3 pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. 52 se sont abstenus, dont la France, plusieurs pays de l'Union européenne ou encore le Royaume-Uni. Je vous montre les votes de chaque pays si vous voulez voir. Cette résolution, elle est portée par le Ghana. Elle vise à faire reconnaître l'ampleur, la durée, le caractère systémique, la brutalité et les conséquences durables qui continuent d'influer sur la vie de tous les peuples à travers des systèmes racialisés de travail, de propriété et de capital, un système qui a duré sur plus de 400 ans. Juste avant le vote, à la tribune, le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré « We're called to stand on the right side of history for the memory of the millions who suffered the indignity of the slave trade and those who continue to suffer racial discrimination. » Donc pour le Ghana et plusieurs pays africains et caribéens comme le Sénégal, le Nigeria, la Jamaïque ou encore Haïti, cette résolution est vue comme une étape clé dans une revendication plus large, celle de faire avancer notamment la question des réparations. Depuis des années, ces États demandent des excuses officielles, la restitution des biens culturels volés et parfois des compensations financières pour les descendants des victimes. Pour le président du Ghana, il s'agit de montrer que la traite négrière transatlantique a structuré les inégalités actuelles et continue d'avoir des effets aujourd'hui. Il parle notamment de la nécessité de répondre à la cicatrice durable laissée par l'esclavage. Et donc c'est une première à ce niveau-là. Même si la traite des esclaves avait déjà été reconnue comme crime contre l'humanité, c'est la première fois qu'elle est qualifiée comme le plus grave. Pour ce qui est des opposants à ce texte, les États-Unis ont justifié leur vote contre en affirmant ne pas reconnaître le droit légal à des réparations pour des torts historiques qui n'étaient pas illégaux en vertu du droit international à l'époque où ils ont eu lieu. L'Union européenne, elle s'est donc abstenue, comme je vous le disais. Elle critique une formulation qui introduirait une forme de hiérarchie entre les crimes. Il faut en tout cas bien comprendre que c'est une reconnaissance symbolique, mais qui n'impose aucune obligation directe aux États. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui appelé les diplomates à honorer les victimes, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. On vous tiendra au courant sur le compte. Pendant 4 siècles, des millions de personnes ont été arrachées à l'Afrique et déportées vers les Amériques pour alimenter le commerce triangulaire. Eh bien, ce mercredi, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme les plus graves crimes contre l'humanité. Un texte porté par le Ghana. Avant de partir à New York rejoindre notre correspondante à l'ONU, je vous propose d'écouter la réaction du ministre ghanéen des Affaires étrangères. Nous n'avons pas simplement adopté un texte, nous avons affirmé une vérité. Nous avons choisi la mémoire plutôt que le silence, la dignité plutôt que l'effacement et l'humanité partagée plutôt que la division. Cette résolution ne vise pas à désigner qui il faut blâmer parmi les générations ou les nations. Elle ne vise pas à rouvrir de vieilles blessures. Elle vise à s'assurer que ces blessures ne soient pas oubliées ou niées. Cette réaction, une position de l'ONU qui désigne cette période comme une rupture dans l'histoire mondiale avec des conséquences jusqu'à ce jour. Et nous, vous êtes notre correspondante à New York. On a assisté à un moment important, 123 voix pour, 3 contre, États-Unis, Israël et Argentine et 52 abstentions. Que s'est-il passé dans la salle et quels sont les enjeux notamment juridiques de ce vote ? Alors, on a assisté à un moment très fort cet après-midi à l'Assemblée générale. On a entendu notamment des applaudissements au moment de l'adoption de cette résolution. Autre séquence marquante, la place donnée à la parole poétique dans cette assemblée. On a entendu la poétesse barbadienne Esther Phillips lire un texte poignant sur une petite fille marchant sur une ancienne plantation, texte ponctué de nombreux silences incarnant la douleur indicible des générations d'esclaves et la transmission de la mémoire. Mais derrière l'émotion, il y a bien sûr la question centrale, celle des réparations portée par le Ghana et son président Mahama. Il défend une revendication juridique, pas seulement symbolique. Ce texte, soutenu par l'Union africaine dans son ensemble, vient ainsi approfondir la voie initiée par l'organisation, la communauté caribéenne, emmenée par la Barbade notamment, qui s'est dotée d'un plan de réparation en 10 points il y a une dizaine d'années. Le résultat du vote illustre d'ailleurs les fractures entre puissance occidentale et sud global. Les 123 voix pour viennent en majorité du sud global, alors que les pays européens se sont abstenus et les
trois voix contre sont les États-Unis, Israël et l'Argentine. Les États-Unis se sont montrés d'ailleurs particulièrement acerbes contre le texte. La position américaine était très ferme. Ils ont déclaré que le texte était hautement problématique et ils rejettent toute base légale concernant les réparations. Ils disent aussi s'opposer à ce qu'ils présentent comme une tentative de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Voilà, et puis il y a 52 pays qui n'ont voté ni pour ni contre cette résolution. Ils se sont abstenus. C'est le cas du Royaume-Uni et des États membres de l'UE. Alors comment on explique cette abstention, notamment celle de la France ? Alors, l'abstention de la France s'explique en fait par la ligne que prend constamment la France depuis plus de 25 ans, celle de refuser la question des réparations. C'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur Jérôme Bonafont. Aujourd'hui, il a présenté une allocution, il a basé sur la reconnaissance, la mémoire, l'action, mais jamais sur les réparations. La France a rappelé qu'avec la loi Taubira, elle était parmi les premiers pays à reconnaître, à faire la reconnaissance du crime contre l'humanité. Mais la clé est là. Depuis la loi Taubira, la France défend une réparation mémorielle et symbolique, mais jamais juridique ou financière. C'est ce qui explique bien sûr son abstention aujourd'hui. Alors dans l'histoire, plusieurs associations ont tenté à plusieurs reprises de faire bouger cette position de la France, de l'infléchir, mais pour l'instant, la France n'a jamais ouvert cette question des réparations. Togolais, vous dormez? Je vous dis pas. Bombardez-moi vive PC en commentaire. Et je vous livre la nouvelle. Il y a nouvelle. Il y a bonne nouvelle. Vive PC, au moins 20 fois chacun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, en février 2025, le président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, avait initié et relevé un défi qu'aucun Africain noir, aucun chef d'État ne l'avait jamais fait auparavant. Les gars, famille, Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, notre président du Conseil est rentré dans l'histoire. Ouais, que Dieu le bénisse. Sous l'impulsion du président togolais Faure Gnassingbé, l'Union africaine a franchi une étape historique en qualifiant l'esclavage, la déportation et la colonisation de crimes contre l'humanité et de génocide. Cette décision soutenue par l'Union africaine mandate le Togo et d'autres nations pour porter cette reconnaissance au niveau international. Alors, voici les points clés de cette initiative. Rôle du Togo et de Faure Gnassingbé. Le Togo est le principal initiateur et pilote de ce chantier panafricain visant à obtenir réparation pour ces injustices historiques. Adoption par l'Union africaine. Adoptée à Addis Abeba, cette résolution est le résultat d'un consensus africain pour qualifier la traite transatlantique et la colonisation de crimes graves. Objectif de réparation. L'initiative ne se limite pas à une reconnaissance symbolique, mais vise à obtenir des réparations mémoriales, éducatives et financières. Alors, je reste convaincu que certains invertébrés, analphabos illettrés, viendront me demander qu'est-ce que le peuple africain, ou nos pays, ou le peuple togolais gagne. Où est l'importance de cela? Vous ne pensez qu'à vos ventres. À Imolu 100 francs, à Pan 200, à Pama 300, Ouagachi, c'est tout ce que vous savez. On vous dit de lire et d'élever vos esprits intellectuels pour comprendre les grands débats et les grands défis face auxquels notre président du Conseil se positionne. Alors, soutenons-le. Je vous relis l'objectif pour que vous compreniez. L'objectif de réparation. L'initiative ne se limite pas à une reconnaissance symbolique, mais vise à obtenir des réparations mémorielles, éducatives et financières. Réparation financière. Donc, ne voyez-vous pas du manger là-bas? Ne voyez-vous pas manger là-bas? Réparation financière. N'est-ce pas eux qui nous réclament le paiement de la dette coloniale? Ils nous contraignent, alors qu'en réalité, ce sont eux qui nous doivent. Mais il faut que ceci soit reconnu et que on nous reconnaisse comme des victimes.
de graves crimes contre l'humanité, afin que réparation soit faite. Il faut situer les responsabilités et contraindre les responsables, les soi-disant pays puissants, forces néocolonialistes, à assumer leurs responsabilités en réparant les préjudices, les dommages. Voilà. Et tenez-vous bien, l'histoire nous parle, n'est-ce pas, contre ce paiement de la dette coloniale, n'est-ce pas, pour le refus du paiement de la dette coloniale, n'est-ce pas, pour le boycott du paiement de la dette coloniale, que le feu capitaine, son excellence, monsieur Noël Isidore Thomas Sankara, fut assassiné. Vous vous souvenez de cette conférence? Souvenez-vous très bien de cette conférence à laquelle le président feu Thomas Sankara s'était dressé, lancé un boycott à tous les États africains, du moins tous ceux qui ont été colonisés, de refuser de payer la dette coloniale, car cette dette est insoutenable. Elle est illégitime. Parce que ceux contre qui toutes les contraintes sont lancées pour assumer la dette coloniale n'étaient pas là quand cette dette se contractait. Aujourd'hui, le président du Conseil demande réparation. Voilà. C'est un grand visionnaire. Et je vous ai dit, ce n'est pas un président qui se concentre seulement que sur le Togo. Le Togo est trop petit pour lui, pour ma part. Sa vision est tellement élevée. Et tous les pays africains le respectent. Tout le monde s'incline devant lui. Ce n'est pas question de force. Il ne menace personne. Il n'est pas craint, comme certains qui présentent leur dangerosité. C'est un homme de la paix. Il est donc respecté. Oh, les rimes vont me tuer là. Oh, c'est trop doux. C'est-à-dire, quand tu soutiens le président du conseil, tu ne souffres pas. L'inspiration, ça vient seulement. Alors, où en sont les aboutissements? Tenez-vous bien. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Le président du conseil a relevé le défi et nous sommes à la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Information des dernières minutes. L'ONU proclame la traite des esclaves africains comme plus grave crime contre l'humanité. Vous pouvez vérifier tout ça. Allez-y sur le site de l'ONU. Quand il y a arrangement, ça fait mal à quelqu'un. Ça là, c'est pas donné à n'importe quel Africain, n'importe quel chef africain, n'importe quel président africain pour relever de tels défis devant les géants de ce monde, devant les puissances, les forces néocolonialistes, les impérialistes et surtout les responsables de ces crimes. Il a quand même relevé le défi. Ça se félicite ou pas? Vos ovations là-bas. Même quand ton ennemi danse dans l'eau, ne dis pas qu'il soulève la poussière. Fainéant agité, tu n'as pas vu ça? Quand c'est bon seulement là, vous n'en parlez pas. Vous êtes dans un acharnement sans queue ni tête. Bande de terreau. Alors, il faut également noter que lors du congrès panafricain à Lomé, le président du conseil avait dit ceci. Écoutez très bien. Nos nations étaient encore sous domination coloniale. Le peuple n'avait pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants. Il représente 28% des États membres de l'ONU. Et bientôt, le quart de l'humanité n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. J'espère que vous avez bien entendu. C'est une aberration. C'est une aberration. Et là, un nouveau défi est lancé. Et je suis convaincu qu'avec lui, toujours et toujours, champion, ce défi sera relevé comme ce que nous venons de remporter. Et très bientôt, on vous montrera le siège de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je reviendrai encore vous faire le rappel afin qu'on célèbre vivement notre président du Conseil, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse dans cette journée du 25 mars 2026 à l'Organisation des Nations Unies? Ce qui m'intéresse dans cette journée, c'est l'analyse fine du vote qui a eu lieu.
commence par vous rappeler qu'il y a eu 123 pays qui ont voté pour. Il y en a eu 3 qui ont voté contre et il y en a eu 52 qui se sont abstenus. S'il faut parler des 123 pays qui ont voté pour, pas la peine de les citer tous. Pourquoi? Parce que le vote de ces 123 pays est conforme à la vérité, à la justice et à la solidarité humaine. En fait, on devrait s'attendre à ce que tous les pays du monde votent pour cette résolution. Parce que cette résolution n'a pas inventé la traite négrière. Cette résolution n'a pas inventé le crime négrier. Le crime négrier est un fait historique avéré. Donc tout être humain doué de ces 5 facultés, à savoir donc la sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison et la volonté, tout être humain normalement constitué et tout pays normalement constitué devrait voter pour cette résolution. Donc, quels sont les pays qui se sont comportés normalement? Eh bien, c'est important de les citer quand même, parce que le fait qu'ils se soient comportés normalement est finalement un fait exceptionnel. C'est un fait finalement exceptionnel parce que là où on s'attendait à ce que l'ensemble des pays, eh bien, membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies, puissent voter, qu'est-ce qu'on a eu? On a seulement 123 pays qui votent pour, on a 3 pays qui votent contre et on a 52 pays qui se sont abstenus. Ce qui donne une situation où on a presque une division de l'Assemblée Générale de l'ONU en 2 blocs. Un bloc de 52 plus 3, c'est-à-dire de 55 pays qui ne sont pas d'accord que l'on puisse considérer la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Et un bloc de 123 pays qui sont d'accord que l'on reconnaisse la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Cette aberration logique et morale n'aurait pas été possible si tous ces pays étaient des pays normaux. Si tous ces pays possédaient une conscience morale. Parce que l'on déporte des centaines de millions d'êtres humains, que beaucoup meurent lors de leur capture par des razzias, que beaucoup meurent dans les bateaux négriers infects dans l'océan Atlantique, que beaucoup meurent dans les travaux terribles qui leur sont infligés en Europe, en Amérique, que beaucoup meurent dans la maltraitance, eh bien, des maisons d'esclaves où ils sont retenus, que beaucoup meurent en se révoltant pour tenter de se libérer. Voilà ce qui devrait toucher le cœur de tout homme. Tout homme devrait être choqué que des humains aient pu faire cela à leurs congénères, qui plus est originaire du continent berceau de l'humanité, l'Afrique. Mais hélas, il y a 55 pays qui considèrent que la traite des Noirs n'est pas un crime contre l'humanité. 55. Il y a les 3 qui sont contre et les 52 qui se sont abstenus. Du point de vue de la signification logique, ces pays ne considèrent pas la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Tous les pays africains ont voté oui pour reconnaître l'esclavage comme le plus grand crime que l'histoire du monde n'a jamais connu. À part un pays africain qu'on appelle le Bénin de Patrick Talon des femmes. Alors non, le Bénin n'a pas voté contre cette résolution et je vais vous expliquer pourquoi, preuve à l'appui. Honnêtement, je comprends d'où vient la confusion. Il y a effectivement un truc d'un peu inhabituel dans le comportement du Bénin sur ce vote. Mais de là à dire qu'ils ont voté contre ou qu'ils se sont abstenus, c'est tout simplement factuellement faux. Et il est important de rétablir les faits. Le 25 mars dernier, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui déclare la traite transatlantique des esclaves comme, je cite, le plus grave crime contre l'humanité. Le résultat du vote est connu, vous pouvez la voir là maintenant, 123 pour, 52 abstentions et 15 absents. Et seulement 3 pays ont voté contre. Les pays qui ont voté contre, et je dis bien les 3 seuls pays, ce sont les États-Unis, Israël et l'Argentine. Il n'y en a pas un 4e. Et le Bénin n'en fait pas partie. Alors ce qui s'est passé avec le Bénin en fait, c'est qu'ils font partie des 15 pays classés non voting, ce qui veut dire qu'ils n'ont tout simplement pas participé au vote. Alors concrètement, au moment du scrutin, le représentant du Bénin n'était pas dans la salle. Et cela n'est pas un vote pour, ce n'est pas un vote contre, ce n'est non plus une abstention, c'est juste une absence. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Madagascar par exemple. Mais par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le Bénin n'était pas seulement favorable à cette résolution, il en a été coparrain. Ça veut dire qu'ils ont
activement contribué à porter ce texte devant l'Assemblée générale. Et mieux encore, 2 jours après le vote, le ministère béninois des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel pour célébrer cette, je cite, décision historique. Il parle même d'un impératif de vérité et d'une exigence de justice. Alors, pourquoi cette absence à un moment clé? Pour l'instant, aucune explication officielle n'a été donnée, mais il faut garder en tête le contexte. Le Bénin est en pleine période préélectorale et la campagne pour la présidentielle vient tout juste d'être lancée. Donc, ce genre d'absence ponctuelle arrive régulièrement à l'ONU. Petite précision au passage, le Bénin n'est pas suspendu de son droit de vote pour des aérés de cotisation. Le Bénin a co-parrainé la résolution, il s'en est publiquement réjoui, il n'était tout simplement pas dans la salle au moment du scrutin. Donc, confondre ça avec un contre-vote ou une abstention, c'est soit de la désinformation pure et simple, soit une méconnaissance totale du fonctionnement de l'ONU. Et dans les 2 cas, il fallait corriger.